Alors, dossier suivant, donc Monsieur M, 46 ans, qui vous est adressé par son rhumatologue pour des anomalies découvertes sur le bilan hépatique biologique. Donc, il est suivi par son rhumatologue pour une arthropathie, des articulations métacarpophalangiennes et interphalangiennes des deuxième et troisième rayons des deux mains. Le rhumatologue vous précise, et le patient également, que la consommation d'alcool était estimée à 50 grammes par jour, qui a été sevré très récemment, mais devant la persistance des anomalies biologiques du bilan hépatique, il vous est donc adressé. Monsieur M vous explique qu'il est fatigué depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. À l'examen clinique, vous ne retrouvez qu'une hépatomégalie, mais qui est vraiment très discrète, et vous remarquez son teint gris. L'auscultation cardio-pulmonaire est normale, les aires ganglionnaires périphériques sont libres. Du point de vue biologique, vous constatez une hémoglobine à 14,3 grammes par décilitre. Les leucocytes sont normaux à 5340 par millimètre cube. Les plaquettes normales également à 320 000. Il existe effectivement donc une cytolyse qui prédomine sur les alates, avec des alates à 1,9 fois la limite supérieure de la normale et des azates à 1,2 fois la limite supérieure de la normale. Gamma-GT phosphatase alcaline normale, le TP est normal, la bilirubine totale est en dessous de la limite supérieure de la normale et la ferritinémie est à 880 microgrammes par litre. Alors les questions, quelles sont les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé vis-à-vis de la consommation d'alcool? Deuxième question, quel est le premier examen complémentaire à demander pour Monsieur M? Troisième question, ce paramètre est anormalement élevé. Quel est le diagnostic le plus probable et comment le confirmer? Quatrième question, votre diagnostic est confirmé. Quel est le reste du bilan à réaliser pour ce patient? Cinquième question, d'autres explorations diagnostiques s'imposent-elles? Si oui, lesquelles? Et sinon, pourquoi? Sixième question, quel est le traitement à mettre en œuvre pour votre patient? Septième question, ce traitement est initialement efficace, mais Monsieur M est perdu de vue. Il revient 5 ans plus tard, très fatigué, ayant perdu 5 kilos. L'examen clinique met en évidence une hépatomégalie dure, une circulation veineuse collatérale abdominale et de nombreux angiomes stellaires sur le thorax. Vous demandez entre autres un examen d'imagerie abdominale qui objective un foie dysmorphique au contour irrégulier et une lésion nodulaire de 3 cm du segment 2, hétérogène et vascularisée au Doppler. Quelles sont les tumeurs du foie que vous connaissez et quel est le diagnostic ici? Question 8. Quels sont les critères qui permettent de se passer de l'histologie pour ce type de lésion? Question 9. On décide d'un traitement chirurgical. Quelles sont les deux options? Et en cas de traitement conservateur, quelles sont les complications à redouter à court terme? Et enfin, 10e question, c'est un long dossier. Quel est à moyen et à long terme le principal problème du traitement choisi et quels sont les recours possibles? Alors, on reprend au début. Première question, quelles sont les recommandations de l'OMS vis-à-vis de la consommation d'alcool? Question un petit peu santé publique, un petit peu chiante, mais c'est le genre de questions qui tombent malheureusement souvent à l'internat et qui peut vous permettre de faire la différence sur un dossier, de gagner 5 ou 10 points par rapport à la moyenne des candidats. Donc, c'est très facile. La consommation maximale d'alcool autorisée est de 20 grammes par jour chez la femme et 30 grammes par jour chez l'homme. Vous êtes à l'internat, vous devez parler en grammes, vous ne devez pas parler en verres. Les verres, c'est pour les patients à l'hôpital. On leur demande combien de verres de vin ou combien de verres de whisky ils boivent. Là, vous êtes dans une épreuve écrite, donc vous parlez en grammes. Effectivement, vous devez savoir pour votre pratique clinique qu'un verre d'alcool est en moyenne équivalent à 10 grammes d'alcool. Mais là, on parle en grammes. L'autre recommandation de l'OMS, c'est qu'il ne faut pas dépasser une consommation de 40 grammes en une seule fois. Il faut respecter un jour d'abstinence par semaine, ça c'est pour éviter la dépendance. Et enfin, la dernière recommandation majeure qui est évidente, c'est pas d'alcool chez la femme enceinte. Deuxième question, quel est le premier examen complémentaire à demander? Alors, vous avez donc dans l'énoncé un bilan biologique qui est normal, qui objective simplement petit 1 une cytolyse, et deuxièmement une ferritine à 880 microgrammes par litre. La limite supérieure de la ferritine, c'est à peu près 200 chez la femme et 300 chez l'homme. Donc 880, vous êtes devant une situation d'hyperferritinémie
qui est une situation hyper banale, hyper classique, qui est un très grand motif de consultation et de fait d'adresser les patients à l'hépatologue ou des gastro-entérologues. Et donc le premier examen complémentaire qu'il faut demander devant une hyperféritinémie, c'est le coefficient de saturation de la transférine. Donc ça valait 10 points, c'est normal. C'est hyper simple. Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit le coefficient de saturation est élevé, c'est-à-dire supérieur à 45%, et en général, c'est très supérieur à 45%, c'est 60, 70, 80%. Et donc là, vous devez absolument rechercher une hémochromatose primitive, c'est-à-dire une surcharge en fer d'origine génétique. On va en reparler. Si ce coefficient de saturation de la transférine est inférieur à 45%, on dit même 40% de plus en plus, là vous avez raisonnablement éliminé une hémochromatose primitive, et donc vous êtes devant une situation de surcharge en fer d'origine secondaire. Hyper simple. Troisième question, on vous dit que ce paramètre est anormalement élevé. Quel est le diagnostic le plus probable et comment le confirmer? Donc on a déjà répondu. Le diagnostic le plus probable devant une hyperféritinémie avec un coefficient de saturation de la transférine qui est supérieur à 45%, c'est l'hémochromatose génétique ou hémochromatose primitive. Le diagnostic complet, c'est pas seulement hémochromatose, ça tout le monde va le mettre. Il faut mettre génétique ou primitive. C'est une manière de gagner des points. Et comment confirmer ce diagnostic? Alors là, il n'y a qu'une seule réponse à donner. Il faut rechercher, donc c'est une maladie génétique, il faut rechercher la mutation C282Y, qui est la mutation la plus fréquente, à l'état homozygote, puisque seuls les homozygotes sont malades, sur le gène qui est le gène HFE1. Il y a d'autres gènes HFE, le plus fréquent c'est HFE1, et la mutation la plus fréquente c'est celle-là, la C282Y. Pour ce qui est des modalités, je vous rappelle simplement que pour une recherche, pour une étude génétique, vous devez obtenir le consentement écrit du patient après l'avoir informé. Et vous devez lui rendre le résultat de l'examen en consultation, c'est-à-dire pas au téléphone, et au patient lui-même, c'est-à-dire pas à sa femme ou à sa compagne ou son ami ou qui que ce soit. Et enfin, je vous précise que la recherche de la mutation s'effectue par PCR. Une fois le diagnostic confirmé, quel est le reste du bilan à réaliser pour ce patient? Attention, ça doit faire tilt. Donc pour ce patient, il faut compléter le diagnostic en faisant un bilan d'hémochromatose. Ce bilan commence par un interrogatoire et un examen clinique. C'est tout simple, comme la dernière fois sur la dénutrition, mais c'est absolument obligatoire. Donc il faut rechercher des complications générales ou des complications viscérales de l'hémochromatose. Et puis ensuite, vous avez 5 examens complémentaires qui sont indispensables et qui doivent explorer les différentes atteintes d'organes possiblement rencontrées au cours de l'hémochromatose. La première atteinte d'organes possible, c'est l'atteinte pancréatique. Vous avez une surcharge en fer au niveau du pancréas. Et donc, il faut faire une glycémie à jeun afin de dépister un diabète. Ça, vous connaissez ça mieux que moi. Deuxièmement, il faut explorer le foie et au minimum, il faut faire un bilan hépatique biologique complet, sans oublier l'albumine. Je rappelle que le bilan hépatique complet, c'est évidemment les transaminases, la gamma-GT, la phosphatase alcaline, mais vous ne devez pas oublier la bilirubine, vous ne devez pas oublier le TP et vous ne devez pas oublier l'albumine. Et puis, vous devez faire une échographie abdominale au minimum pour rechercher des signes évidents d'hypertension portale qui vous signent une hépatopathie déjà évoluée. La PBH n'est pas systématique, on verra plus tard qu'il y a des critères qui permettent de s'en dispenser. Troisième organe, c'est le cœur. Vous avez une très classique cardiomyopathie qui est soit restrictive, soit hypertrophique, et qui est due également à une surcharge cardiaque en fer. Donc l'échographie Doppler du cœur par voie transthoracique est systématique et obligatoire, et on pourrait même rajouter l'ECG. Ensuite, vous avez une atteinte gonadique qui est très invalidante, on comprend pourquoi, et donc vous devez faire un dosage de testostérone, évidemment chez l'homme uniquement. Mais comme l'hémochromatose est une maladie qui touche préférentiellement les hommes, c'est logique. Et puis la dernière atteinte, c'est l'atteinte osseuse. Vous avez des ostéopénies ou des ostéoporoses qui peuvent être induites par l'hémochromatose, et comme vous le savez, maintenant l'examen de référence pour pister une carence osseuse, ça n'est plus les radios osseuses, c'est l'ostéodensitométrie. C'est un examen qui est très peu irradiant, qui est de mieux en mieux remboursé par la sécurité sociale, et donc que vous devez prescrire de façon de plus en plus large pour dépister les patients qui sont à risque d'avoir une ostéopénie ou une ostéoporose. Je vous rappelle donc, pour ce qui est dont on parlait là, on disait que la PBH n'était pas systématique, donc vous avez des critères qui ont été très clairement démontrés par des études méthodologiquement impeccables et qui vous permettent de vous dispenser de cette ponction biopsie hépatique. En gros, la PBH, elle a deux intérêts dans l'hémochromatose. Le premier intérêt, c'est de rechercher une cirrhose. Et le deuxième intérêt, c'est de rechercher une cause
de surcharge en fer si vous n'arrivez pas à prouver de façon, grâce à la recherche génétique, une hémochromatose primitive. Donc, premièrement, prouver une cirrhose. Là, vous avez des indices cliniques et paracliniques qui vous permettent d'éliminer la cirrhose. Vous en avez 3. Et donc, c'est l'absence d'hépatomégalie, le fait d'avoir des azates qui sont normales, et le fait d'avoir une ferritine qui est inférieure à 1000. Si vous avez ces 3 critères qui sont réunis, le risque de cirrhose est nul, et sans problème, vous pouvez vous dispenser de la PBH. Si les 3 critères sont réunis, vous avez un risque de cirrhose qui est de 50%. Donc il faudra rechercher activement une cirrhose et il faudra proposer à la plupart de ces patients une ponction biopsie hépatique. Si vous avez un ou deux de ces critères, vous ne pouvez pas trancher et il faut vous aider d'autres paramètres. Mais le message, c'est que si vous avez ces 3 critères, vous n'avez aucun risque de cirrhose, donc il ne faut pas faire de biopsie du foie. Et le deuxième message, c'est que la PBH, elle a un autre intérêt que de dépister la cirrhose, c'est de rechercher des causes associées ou exclusives de surcharge du foie en fer, dont la plus fréquente est l'hépatosidérose dysmétabolique, c'est-à-dire la surcharge en fer au cours de la NASH, c'est-à-dire la stéatohépatite non-alcoolique. Donc, je vous rappelle qu'il existe une conférence de consensus de juillet 2005 sur l'hémochromatose que je vous conseille vivement de lire. Elle n'est franchement pas très longue, elle est extrêmement facile à comprendre et elle est téléchargeable sur le site de la Haute Autorité de Santé. Elle date de juillet 2005, donc c'est extrêmement récent, ça en fait une maladie très à la mode. La deuxième remarque sur l'hémochromatose, c'est que vous avez 2 maladies génétiques qui sont fréquentes et qui sont, à mon avis, les 2 plus tombables à l'internat. Ce sont donc l'hémochromatose, c'est une personne sur 250 à peu près, puis vous en avez une qui est plus rare, qui est la mucoviscidose, qui est très à la mode parce qu'il y a des chanteurs de la Star Academy qui meurent de mucoviscidose. C'est une maladie dont la prévalence est évaluée à 1 sur 2500, mais c'est une maladie fréquente que vous devez connaître, et à mon avis, si vous avez une maladie génétique à l'internat, ce sera soit l'hémochromatose, soit la mucoviscidose. D'autres explorations diagnostiques s'imposent-elles? Si oui, lesquelles? Et sinon, pourquoi? Alors, on vous avait dit à la question d'avant, d'autres explorations s'imposent pour ce patient. Donc, ça sous-entendait qu'il n'y avait peut-être pas que ce patient qui était concerné par l'hémochromatose. Et puis, l'autre chose, c'est quand vous avez une maladie génétique à l'internat, ça doit absolument faire tilt sur un dépistage de la famille. C'est hyper important. C'est forcément la question piège, c'est forcément le truc auquel vous ne penserez pas, ou en tout cas auquel tout le monde ne pensera pas, et sur lequel vous devez absolument vous démarquer. Donc, quand on vous pose une question à l'internat, il faut répondre, il faut être poli, il faut dire oui ou non. Et en général, c'est toujours coté, donc il faut dire oui. Et deuxièmement, il faut répondre. Et donc, les autres explorations, c'est le dépistage de la famille. Donc, je ne sais pas si vous avez à connaître le dépistage familial, mais je vous le cite parce que ce n'est pas très difficile. Chez les parents du probant, le probant, c'est pareil que le cas index, il faut simplement se contenter d'une enquête phénotypique, c'est-à-dire une enquête clinique et biologique, avec un bilan martial. Chez les parents du probant, si cette enquête clinique et que ce bilan biologique martial sont normaux, vous pouvez raisonnablement éliminer une hémochromatose clinique, patente, chez les parents. En revanche, pour la fratrie et la descendance, chez les enfants de plus de 18 ans, je précise, il faut non seulement faire une enquête phénotypique, mais également une enquête génotypique, c'est-à-dire une enquête génétique. Et donc, il faut rechercher la mutation C282Y chez tout le monde. 6e question. Quel est le traitement à mettre en œuvre pour Monsieur M? Donc, les items cotés sont très très simples, donc c'est largement possible à apprendre et à... On va faire. 6e question, quel est le traitement à mettre en œuvre pour Monsieur M? Donc les items que j'ai cotés sont très simples, vous pouvez sans problème les connaître. Je vous rappelle que l'hémochromatose maintenant c'est une question à part entière au concours. Donc il faut mettre traitement de la surcharge martiale, commencez toujours par les têtes de chapitre. Avant de mettre saignée, vous mettez le truc général, donc traitement de la surcharge martiale. Et donc le traitement numéro 1 de la surcharge martiale, ce sont les saignées. C'est à l'ancienne mais ça marche très bien. Ensuite, deuxième élément très important, il faut éviter l'alcool. D'accord ? Question d'hépato égale tilt égale arrêt de l'alcool ou éviter l'alcool. Et puis enfin, vous avez l'éviction des médicaments qui contiennent du fer, ça c'est un petit truc auquel il faut penser, ou la vitamine C, puisque la vitamine C favorise l'absorption digestive du fer. Je vous rappelle que dans votre question anémie par carence martiale, quand vous avez la question du traitement, vous avez une supplémentation martiale orale, et cette supplémentation martiale orale
vous vous souvenez peut-être que dans votre bouquin d'hémato, on vous dit qu'il faut donner le fer avec de la vitamine C parce que la vitamine C favorise l'absorption du fer. Eh ben, chez un patient qui a une surcharge martiale, c'est l'inverse. Il faut éviter la vitamine C parce que la vitamine C, ça favorise l'absorption digestive du fer. La suite du traitement, c'est dépistage et traitement des complications viscérales ou des complications métaboliques. Phrase type, très simple, pas la peine de rentrer dans le détail, ça suffit. Quelques remarques. Le rythme des saignées, vous n'avez pas à le connaître, mais je vous signale qu'il est adapté d'une part à la ferritinémie pour l'efficacité et d'autre part à la tolérance clinique du patient. Vous savez que quand vous surveillez un traitement, vous devez surveiller toujours 3 paramètres. C'est 1, l'efficacité, 2, la tolérance, et 3, de façon plus marginale, mais gardez en tête ce paramètre parce qu'il y a des items sur lesquels il faudra que vous mettiez, c'est l'observance. Bon, bah là, pour ce qui est de l'efficacité des saignées, on surveille essentiellement la ferritine. La conférence de consensus n'a pas tranché sur le fait de surveiller le coefficient de saturation, mais elle a dit qu'il fallait obtenir une ferritine inférieure à 50 microgrammes par litre de façon durable, et que là, ça signait, c'est un lapsus révélateur, qu'on avait une bonne déplétion martiale. La ferritine, ça reflète la surcharge tissulaire en fer, alors que le coefficient de saturation de la transférine, ça reflète la surcharge sanguine. Donc on comprend bien que la conférence de consensus a tranché de façon formelle, il faut absolument maintenir une ferritine inférieure à 50 microgrammes. Quant au coefficient de saturation de la transférine, elle n'a pas tranché. Néanmoins, la plupart des hépatologues ont l'habitude d'avoir pour objectif d'obtenir un coefficient de saturation de la transférine inférieur à 45%. Et enfin, la dernière question, ça vous le mettez souvent dans vos réponses, vous mettez régime pauvre en fer. Je crois que c'est complètement illusoire et inutile. La conférence de consensus ne le recommande pas. Donc si le patient veut continuer à manger des épinards, eh ben, il peut continuer et puis il se fera saigner tous les 2 mois et il s'en portera toujours aussi bien. 7e question, le traitement est initialement efficace, c'est bien, mais monsieur M est perdu de vue, c'est fréquent dans les maladies chroniques. Il revient vous voir 5 ans plus tard, il est très fatigué et il a perdu 5 kilos. À l'examen, vous avez donc une hépatomégalie qui est dure, une circulation veineuse collatérale abdominale et plusieurs angiomes stellaires thoraciques. Vous demandez une imagerie abdominale, on ne vous dit pas quel examen, mais peu importe. Et vous avez un foie dysmorphique, les contours sont irréguliers, et vous retrouvez une lésion nodulaire de 3 cm du segment 2, qui est hétérogène et vascularisée sur le Doppler. Quelles sont les tumeurs du foie que vous connaissez et quel est votre diagnostic? Alors, les tumeurs hépatiques bénignes. Il faut bien classer vos réponses. Quand on vous demande comme ça une question, quelles sont les tumeurs du foie, il faut avoir un plan auquel vous ne dérogez jamais. Et donc, vous commencez par les tumeurs bénignes, ensuite les tumeurs malignes. Dans les tumeurs malignes, vous avez les primitives et les secondaires. Et là, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Le fait de marquer tumeur hépatique bénigne, des fois, ça vaut des points. Donc, c'est raison de plus pour ne pas l'oublier. Donc, dans les tumeurs hépatiques bénignes, vous en avez 3 à connaître, dont 2 qui sont un peu fréquentes. Vous avez celle qui est vraiment fréquente, qui est l'angiome. On va y revenir. Vous avez l'hyperplasie nodulaire focale, à ne pas confondre avec l'hyperplasie nodulaire régénérative. Je sais, c'est difficile, mais c'est une maladie qui est complètement différente. Ça n'est pas une tumeur, c'est une maladie diffuse du foie. Et puis, vous avez l'adénome hépatocellulaire, qui est une tumeur très rare dont on va parler. Et puis ensuite, vous avez les tumeurs hépatiques malignes, vous avez les tumeurs primitives. Bon, vous en avez plusieurs à connaître, mais la plus fréquente de très loin, c'est le carcinome hépatocellulaire. C'est plus de 90% des cancers primitifs du foie. Et puis vous avez les tumeurs hépatiques secondaires, qui sont très fréquentes, qui sont les métastases. Et les métastases de tous les cancers peuvent se localiser dans le foie, mais vous avez quand même une prévalence très élevée du métastase du cancer colorectal, puisque les cellules tumorales disséminent par voie portomésentérique. Alors, le carcinome hépatocellulaire. À l'échographie, sachez que l'aspect est variable et globalement peu spécifique. Donc, si la lésion fait moins de 3 cm, en général, elle sera hypoéchogène et homogène. Et dans ce cas-là, c'est très difficile pour le radiologue ou l'imageur de différencier un nodule de carcinome hépatocellulaire d'un nodule de cirrhose, voire d'un nodule basique. Donc c'est pour ça que l'échographie, c'est un examen de dépistage, mais ça n'est pas un très bon examen diagnostique. Pour une lésion de 3 cm, déjà la taille fera que la lésion est beaucoup plus suspecte de carcinome hépatocellulaire, et puis en plus elle sera hétérogène avec des zones hypo et des zones hyperéchogènes. Le scanner, qui est un bien meilleur examen pour le diagnostic de carcinome hépatocellulaire, avec en général 2 ou 3 hélices, c'est-à-dire 2 ou 3 phases d'injection. Donc vous avez toujours une phase sans injection intraveineuse de produit de contraste, où là la tumeur est très classiquement hypodense. Et puis après, vous avez une phase avec injection de produits de contraste qui est cruciale,
puisque vous allez objectiver un signe quasiment pathognomonique de carcinome hépatocellulaire, qui est le rehaussement, on dit rehaussement et pas rehaussement, le rehaussement au temps précoce, avec une diminution nette de densité au temps portal. Cette diminution nette de densité au temps portal, c'est ce qui vous différencie un carcinome hépatocellulaire d'un angiome du foie. En effet, l'angiome du foie, c'est une tumeur qui est hypervascularisée au temps artériel, mais la circulation étant quasiment absente, la tumeur garde le produit de contraste, et au temps portal, qui est le temps le plus tardif de l'injection, vous avez toujours le produit de contraste. Alors que dans le carcinome hépatocellulaire, il y a des fistules artério-veineuses, et donc le produit de contraste passe très rapidement de la phase artérielle à la phase veineuse, et donc au temps portal, vous n'avez déjà beaucoup moins de produits de contraste. C'est très très caractéristique. Et puis après, vous avez d'autres signes qui peuvent vous aider devant une tumeur du foie pour faire un diagnostic de CHC. Vous avez l'envahissement veineux, avec l'envahissement portal. Je vous rappelle que la thrombose porte, c'est une grande caractéristique du CHC, qui est présente entre 1 fois sur 3 et 1 fois sur 2, on va dire. Ça peut être un envahissement des veines sus-hépatiques, mais c'est moins caractéristique. Alors là, vous avez une image assez caractéristique de carcinome hépatocellulaire. D'abord, vous avez un foie de cirrhose. C'est une patiente qui a eu une hépatectomie gauche. Donc vous voyez que ici, normalement, on devrait avoir le foie gauche. Il n'y a pratiquement plus rien. La régénération hépatique, c'est un beau modèle sur les foies gras, mais ce n'est pas toujours vrai en clinique. Et puis vous avez un CHC qui a repoussé, qui est exactement là, qui est une tumeur donc qui est hypervascularisée. Vous voyez qu'elle est plus dense, qu'elle est plus blanche que le reste du foie. Et puis vous avez de l'acide un petit peu tout autour dans l'abdomen, qui est donc une acide qui est en rapport avec la décompensation de la cirrhose. Donc ça, c'est une très belle image. Enfin, en IRM, le carcinome hépatocellulaire a un aspect très différent en fonction de sa taille. Donc typiquement, il s'agit d'une lésion hypo-T1, hyper-T2, comme énormément de lésions en IRM, c'est hypo-intense en T1, hyper-intense en T2. Et puis l'injection montre une prise de contraste hétérogène. Et évidemment, comme au scanner, c'est une prise de contraste qui est précoce, au temps artériel et qui diminue nettement à la phase tardive, c'est-à-dire à l'équivalent du temps portal au scanner. Alors voilà une image d'hépatectomie avec un carcinome hépatocellulaire. Donc là, vous avez un foie, qui est un foie d'ailleurs qui, là, n'est pas très cirrhotique. C'est un foie qui est assez lisse, qui est assez joli. Là, vous avez la bifurcation centrale. Puis là, vous avez une énorme tumeur sous-capsulaire qui correspond à un carcinome hépatocellulaire. Alors, on va revoir très rapidement les tumeurs bénignes du foie. Donc, vous avez 3 types de tumeurs bénignes du foie, on a dit. Vous avez l'angiome du foie, qui est de loin la tumeur la plus fréquente. C'est 10-15% de la population générale. Le diagnostic est fait à l'échographie ou éventuellement aidé par l'IRM ou par un scanner dans les cas difficiles. C'est une tumeur qui ne se complique qu'exceptionnellement. En cas d'angiome géant, on peut avoir des complications hémorragiques. C'est une tumeur qui n'est pas influencée par la contraception œstroprogestative. C'est une tumeur qui ne se surveille pas et qui ne se traite pas. Voilà une image histologique d'angiome du foie où vous voyez de nombreux lacs vasculaires qui sont caractéristiques de l'angiome, qui sont des lacs optiquement vides, qui correspondent à des lacs vasculaires. Et donc ça, c'est caractéristique d'un angiome du foie. Alors normalement, il ne faut pas biopsier un angiome du foie. Là, on a une image histologique. Normalement, un angiome du foie, ça se fait à l'imagerie. On dit classiquement que la biopsie est un petit peu dangereuse parce que, comme c'est une tumeur très vascularisée, c'est un risque hémorragique. Bon, en pratique, il y a des séries d'angiomes du foie à biopsier dans la littérature, mais très classiquement, le diagnostic n'est pas fait par l'histologie, il peut être fait par l'imagerie. Et comme ensuite, il n'y a pas de traitement, on n'a pas de raison d'avoir une image histologique. Deuxième tumeur, plus rare mais pas exceptionnelle, c'est l'hyperplasie nodulaire focale. Donc l'imagerie est typique 1 fois sur 2 et elle montre une cicatrice stellaire, donc c'est-à-dire en forme d'étoile, qui est centrale et qui est fibreuse, avec une artère ou une artériole au milieu de cette cicatrice. Ça, c'est l'image caractéristique, ça vous permet de faire un diagnostic à l'imagerie. C'est une tumeur qui n'est pas influencée par la contraception œstropogestative, donc pas d'indication à l'arrêt de la contraception. C'est une tumeur qui ne se complique pas de cancer quand elle est typique. C'est une tumeur qui ne se traite pas et c'est une tumeur qui ne se surveille pas. Puis enfin, donc ça c'est une image. Donc vous voyez une tumeur, comme toutes les tumeurs hépatocytaires, c'est une tumeur qui est hypervascularisée au temps artériel, donc qui prend le produit de contraste. Et puis là vous avez une image de cicatrice stellaire fibreuse centrale. Voilà, je vous l'ai entourée, mais je vais l'effacer pour que vous puissiez bien la revoir. Voilà, donc c'est la cicatrice stellaire centrale qui est typique, qui est fibreuse et qui est typique d'une hyperplasie nodulaire focale. Et puis la troisième tumeur hépatique bénigne, alors là c'est une tumeur qui est bien plus rare, qui touche préférentiellement la femme, c'est l'adénome du foie ou adénome hépatocellulaire. Le diagnostic est difficile, non seulement à l'imagerie, parce que c'est une tumeur qui est souvent isoéchogène ou isodense,
mais également sur une biopsie hépatique. C'est pas toujours évident de diagnostiquer un adénome par rapport à un carcinome hépatocellulaire ou par rapport à du foie normal. Les deux complications possibles de cette tumeur, il y a une complication aiguë, c'est l'hémorragie. Quand vous avez une hémorragie spontanée dans un foie, il faut rechercher un angiome, mais il faut rechercher aussi un adénome du foie. Et puis l'autre complication, c'est une complication à long terme, c'est la transformation en carcinome hépatocellulaire. Pour ces deux raisons, un adénome du foie, diagnostiqué de façon certaine, même éventuellement à l'issue d'une biopsie du foie, doit être réséqué de façon chirurgicale et doit mener à un arrêt définitif de la contraception œstroprogestative, dont on pense qu'elle peut influencer la croissance ou la récidive tumorale. Le diagnostic différentiel des tumeurs du foie, c'est un petit rappel, c'est une petite image intéressante, c'est l'abcès du foie. Donc quand vous avez un processus dans un foie, là, vous voyez, c'est hypodense, c'est à contour régulier. C'est pas évident. En l'occurrence, le contexte et puis les autres examens d'imagerie ont permis de trancher. C'était un abcès du foie. Donc ici, le diagnostic le plus probable, c'est le carcinome hépatocellulaire. Et alors là, tout le monde va mettre carcinome hépatocellulaire. Donc si vous voulez gagner des points, bon là, je les ai pas cotés, mais peu importe. Si vous voulez gagner des points, il faut faire un diagnostic précis. Et un diagnostic précis à l'internat, c'est diagnostic positif, mais aussi diagnostic étiologique, topographique, chronologique et de gravité. Vous devez avoir toujours ces 4 paramètres en tête, topographique, chronologique, étiologique, de gravité. Et donc toujours dans un diagnostic, vous devez remplir toutes les cases. Et là, vous êtes sûr de rien oublier. Et là où tout le monde va mettre CHC, vous allez mettre CHC, mais vous allez mettre que CHC est unique. Je vous rappelle qu'un CHC, c'est très souvent multifocal. Vous allez mettre qu'il est localisé au niveau du segment 2, c'est important pour le traitement. Et vous allez mettre l'étiologie de ce CHC, c'est-à-dire une cirrhose d'origine hémochromatosique. Quels sont les critères qui permettent de se passer de l'histologie pour ce type de lésion? Donc vous avez un principe général en cancérologie, c'est que tout cancer doit être confirmé, tout diagnostic de cancer doit être confirmé par un prélèvement et une analyse histologique du prélèvement. Vous avez de très rares exceptions à ce principe. À ma connaissance, vous en avez 2. Vous avez d'une part le carcinome hépatocellulaire, on va en parler, et puis d'autre part, vous avez les tumeurs embryonnaires pour lesquelles vous pouvez faire des diagnostics à partir d'une imagerie typique et d'un prélèvement d'un marqueur tumoral qui est très élevé, comme les bêta-HCG ou l'alpha-fétoprotéine. Et là, vous pouvez commencer une chimiothérapie, par exemple, avant d'avoir une biopsie médiastinale s'il s'agit d'une tumeur médiastinale. C'est un exemple, ce que je vous donne. Mais en dehors des tumeurs embryonnaires et en dehors du carcinome hépatocellulaire, la plupart des cancers à l'internat nécessiteront une confirmation histologique. Donc l'exception, c'est le CHC. Donc vous avez des vieux critères que vous devez connaître, qui sont dans tous vos livres, qui sont les critères de Barcelone. C'était une conférence de consensus qui s'est tenue en 2000, et ils ont été récemment modifiés, pas sous forme de conférence de consensus, mais sous forme de recommandations assez universelles. C'était en 2006, c'était dans une grande revue des pathologies, et ils ont été un tout petit peu modifiés. Donc je vous les donne, essayez de les apprendre aussi simplement que possible, parce que malgré tout, ça paraît important de savoir, quand on peut se dispenser d'une histologie pour un cancer, ça me paraît important que vous sachiez comment faire un diagnostic de CHC sur des critères non invasifs. Donc, les nouvelles recommandations distinguent 3 situations. Soit vous avez un nodule qui fait moins de 1 cm et qui est découvert sur une échographie de dépistage, évidemment chez un foie cirrhotique connu. Et donc là, un nodule de moins de 1 cm, c'est trop aspécifique, vous ne pouvez pas répondre. Et la recommandation, c'est de refaire une échographie de contrôle à 3 mois ou à 4 mois. En cas de nodule dont la taille est comprise entre 1 et 2 cm, toujours sur une échographie de dépistage ou sur une échographie de surveillance, vous avez 2 examens d'imagerie qui sont performants. Vous avez le scanner, l'IRM ou l'échographie de contraste, c'est ce que je vous ai mis là. Et donc, il faut faire 2 examens d'imagerie parmi ces 3-là, qui sont des examens performants pour le diagnostic de CHC. Si ces 2 examens sont concordants en faveur d'un CHC, vous pouvez retenir le diagnostic de carcinome hépatocellulaire. En revanche, si vous n'avez qu'un seul des 2 examens qui retrouve une image typique de CHC, alors là, une biopsie du foie en foie tumoral et non tumoral est recommandée pour confirmer le diagnostic. Puis la dernière situation, c'est la plus facile, c'est d'ailleurs la plus fréquente. Si vous avez un nodule de plus de 2 cm sur une échographie de surveillance, vous pouvez vous contenter d'un seul examen d'imagerie. Et si cette image est typique, ou si l'alpha-fétoprotéine, c'est là qu'on la retrouve, est supérieure à 200 nanogrammes par millilitre, le diagnostic de carcinome hépatocellulaire peut être retenu.
En revanche, comme tout à l'heure, si vous avez une image atypique ou si vous avez une alpha-féto inférieure à 200, vous ne pouvez pas retenir le diagnostic de carcinome hépatocellulaire et vous êtes obligé de faire une biopsie du foie. On revient dessus parce que c'est quand même un peu difficile à retenir. Moins de 1 cm, vous recontrôlez l'échographie. Entre 1 et 2 cm, vous faites 2 examens, comme avant, comme la vieille conférence de consensus. Si vous avez les 2 examens, vous avez le diagnostic. Si vous n'en avez qu'un seul ou aucun des deux, il faut faire une biopsie du foie. Et plus de 2 cm, vous pouvez vous contenter d'un seul examen avec une image typique ou une alpha-féto supérieure à 200. Le tout, toujours, je rappelle, sur un foie de cirrhose. 9e question, on décide un traitement chirurgical. Quelles sont les 2 options? Et en cas de traitement conservateur, quelles sont les complications à court terme? Je vous rappelle ce qu'on vous a déjà dit 50 000 fois, que vous avez dans l'énoncé des dossiers des éléments qui vous aident. On vous dit que vous avez 2 options et on vous dit qu'il y a un traitement conservateur, c'est-à-dire qu'il y a un traitement non conservateur. D'accord? Donc, l'énoncé de la question vous donne une grande partie de la réponse. Donc, vous avez le traitement conservateur qui est la chirurgie de résection. Alors, c'est pas la peine de vous mouiller, de mettre tumorectomie, segmentectomie, etc. On s'en fiche, vous mettez résection chirurgicale, ça suffit largement. Après, savoir si on va faire une résection anatomique ou une résection non anatomique type tumorectomie, c'est pas votre problème. Vous mettez résection chirurgicale. Donc ça, c'est pour le traitement conservateur. Et puis le traitement non conservateur, c'est celui où on enlève le foie. Et quand on enlève le foie, contrairement à ce que me disent certains étudiants en conférence, on ne peut pas vivre sans, donc il faut en mettre un œuf. Et ça, c'est la transplantation hépatique orthotopique. On vous demandait les complications. Donc les complications, vous avez les complications péropératoires et les complications post-opératoires. Il faut toujours bien classer vos réponses. Les complications péropératoires, ce sont essentiellement les complications hémorragiques. Le foie, c'est un organe qui est très vascularisé. Il n'y a pratiquement aucun plan avasculaire dans le foie. Et donc, un foie, ça saigne n'importe où vous le coupez, quasiment. Donc la grande complication de la chirurgie hépatique, c'est les complications hémorragiques. Il n'est pas exceptionnel qu'un malade opéré d'une chirurgie majeure du foie se voit transfuser 8, 10, 12 culoglobulaires. Ensuite, vous avez les complications post-opératoires, et là, vous en avez de 2 types, et ça, c'est un principe qui est valable dans toute chirurgie. Vous avez les complications chirurgicales et les complications non chirurgicales. Et les complications chirurgicales pour la chirurgie du foie, c'est toujours les complications hémorragiques, mais ce sont également les fuites biliaires à partir des tranches de section anastomotique. Ce sont des complications qui sont assez embêtantes parce que ces fuites biliaires ne s'arrêtent pas toujours, et elles peuvent être à l'origine d'une reprise chirurgicale. Et puis ensuite, vous avez les complications non chirurgicales, et celles-ci sont évidemment caractéristiques, elles sont particulières, elles sont l'apanage des gens qui ont une cirrhose, et c'est la décompensation de la cirrhose, c'est-à-dire l'aggravation de l'hypertension portale, l'aggravation de l'insuffisance hépatocellulaire, et donc la décompensation de la cirrhose, et celle qui est redoutée, c'est l'acide, notamment parce que comme c'est une cicatrice qui n'est pas totalement perméable, vous avez éventuellement des fuites d'acide en dehors de la paroi abdominale. Et puis la deuxième grande complication des cirrhotiques, c'est l'infection. Je vous rappelle que les cirrhotiques sont des gens qui sont infects, ils ont un système immunitaire déficient par rapport à la population générale. Et donc c'est une grande complication non chirurgicale, mais une complication post-opératoire tout de même, de la chirurgie hépatique. 10e et dernière question, quel est à moyen et à long terme le principal problème du traitement choisi et quels sont les recours possibles? Eh bien, le principal problème, vous avez trouvé, le carcinome hépatocellulaire, c'est une maladie qui récidive. C'est plus de 50% à 5 ans, c'est presque 100% à 7 ans, c'est hyper fréquent. Le CHC, c'est une maladie qui récidive. D'une part parce qu'il y a des métastases intrahépatiques qui n'étaient pas détectables au moment du diagnostic initial, et d'autre part parce que le terrain, qui est un terrain cirrhotique, n'est en général pas traité, puisque quand on fait un traitement conservateur, on laisse en place un foie qui est un foie de cirrhose et qui peut refaire du CHC. La récidive des CHC, elle est souvent multifocale, et si on vous demande quel est le traitement devant une récidive de CHC, c'est simple, ce sont les 4 mêmes traitements que les traitements d'un CHC de primo-découverte. C'est-à-dire que quand vous avez un CHC, qu'il s'agisse de la première fois où vous le diagnostiquez ou d'une récidive, vous avez toujours 4 traitements qui sont disponibles et vous devez systématiquement envisager ces 4 traitements. Donc les 4 traitements du CHC, c'est la résection chirurgicale, 1, la transplantation hépatique, 2, qui est le traitement le plus efficace du carcinome hépatocellulaire, 3e traitement du carcinome hépatocellulaire, toujours dit à visée curative, c'est la radiofréquence, traitement moderne. L'alcoolisation ne se fait plus quasiment. Maintenant, vous devez la remplacer par la radiofréquence.
Et dernier traitement, qui là est un traitement palliatif, ça ne veut pas dire que c'est un traitement qui n'améliore pas la survie, d'accord ? C'est un traitement qui améliore la survie, ça a été prouvé récemment. C'est la chimio-embolisation intra-artérielle hépatique, qui est là, et qui est le 4e traitement du carcinome hépatocellulaire. Les items abordés au cours de ce dossier, donc ce sont les tumeurs du foie primitives et secondaires, c'est l'intitulé de la question, je pense qu'on a bien balayé le sujet. 228, cirrhose et complications, et 242, une question qui est maintenant sortie en tant que telle, qui a été extraite de la cirrhose, c'est une question du programme, c'est l'hémochromatose, je pense que c'est une question à connaître, puis ça tombera un jour.